Et alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi aujourd'hui, je suis avec Yasmine et Odile Olivier de petiteentreprise.net. Je suis ravi de vous accueillir et merci de m'accorder ce temps de partager avec nous ces quelques instants. Vous avez créé en fait Valpolis, cette dirigeante de Valpolis, Odile, depuis 2007. C'est une société alsacienne qui a pour objectif d'aider les consultants, les freelances, à développer leur activité auprès des entreprises. Et vous avez créé pour ça également une plateforme qui s'appelle petiteentreprise.net que vous développez. Alors vous êtes mieux placé que moi pour vous présenter, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous dire un petit peu plus en détail qui vous êtes et quelle est votre mission. Alors d'abord une toute petite correction, en fait on va dire l'activité principale ou l'ADN principal, c'est d'aider dans un premier temps les chefs d'entreprise de très petites entreprises, donc 0,19 salariés, ainsi que les créateurs d'entreprises. Et en fait, pour cela, on s'en est rendu compte, on a besoin de gens sur le terrain. Et ces gens sur le terrain sont des consultants, indépendants, freelance, franchisés ou pas, experts comptables, avocats, en fait tous les gens qui officient dans le conseil aux petites entreprises. Et on est devenu avec le temps finalement un vrai partenaire pour ces gens-là. Donc on aide à la fois dans un premier temps les petites boîtes et les créateurs par le biais en fait d'un réseau que finalement on accompagne également. Je comprends. Et aujourd'hui, on en discutait justement tout à l'heure. C'est qu'il y a la grande majorité des consultants indépendants, lorsqu'ils se lancent, ils font souvent l'erreur d'aller vers le grand compte parce qu'ils sont habitués, ils ont une grande expérience auprès de grandes entreprises ou de grands cabinets et donc ils ont eu l'habitude de travailler avec des grandes entreprises. Et malheureusement, ça en fait, on se rend compte que le marché est saturé parce que vous partagez en fait un chiffre lors d'une dernière conférence dans le cadre du salon des micro-entreprises où vous dites en fait qu'il y avait plus de consultants que d'entreprises susceptibles de les employer. Je crois que c'était 1,2, c'est ça? Il y avait 1,2 consultants pour une entreprise. Oui, c'est ça. Il y a environ 200 000 PME, donc 200 000 entreprises de plus de 19 salariés en France. Et il y a 224 000 consultants en France. Donc on voit que déjà là, en dehors maintenant d'opportunités de marché lui-même, on a déjà un problème de chiffres. Donc là, voilà, on ne peut pas le démontrer autrement que par ça. Donc oui, il y a saturation pour moi. Et pour vous, parce qu'on en parlait avec Yasmine et vous-même, il y a une opportunité quand même. Parce qu'une fois qu'on a fait ce constat, effectivement que le marché de la PME ou du grand compte est saturé, vous dites, partagez ce message qu'il y a une opportunité pour les consultants justement de malgré tout, et bien peut-être essayer d'arrêter de foncer dans le mur et d'être dans l'océan rouge, mais plutôt d'aller chercher d'autres moyens. C'est quoi pour vous cette opportunité? Alors, quand on est dans le conseil aux entreprises, on peut évidemment conseiller des PME, mais en fait, toutes les entreprises de France ont les mêmes problématiques que les PME à une échelle peut-être moindre ou différente. Ce qui signifie qu'en fait, on a une opportunité déjà de se retourner vers la très petite entreprise parce que déjà elle existe. Donc il y a 3 millions de petites entreprises en France. Elles sont près de nous. Enfin là, on est dans un restaurant, c'est une très petite entreprise. Je pense qu'ils emploient moins de 19 salariés. Et en plus, elle est très mal servie au niveau du conseil. Alors je ne dis pas que les conseils qu'elles ont ne sont pas bons, puisqu'elle est généralement accompagnée par un expert comptable et un banquier, donc qui font très bien leur métier. En revanche, ce n'est pas suffisant. Pour le quotidien, pour l'activité, la gestion au quotidien, des équipes, du chiffre d'affaires, de la gestion financière, du développement commercial, là, elle se retrouve un petit peu toute seule. Donc il y a vraiment de quoi accompagner toutes ces entreprises. D'accord. Et donc on peut vendre du conseil aux toutes petites entreprises? Ah bah oui, à partir du moment où elles ont un besoin. Quand il y a un besoin, il y a une offre. Il faut juste la déterminer. Il faut juste, c'est peut-être un petit peu raccourci et c'est un petit peu facile à dire, mais néanmoins, oui, le marché existe. Tant qu'il y a une demande, c'est qu'à un moment donné, on peut proposer une offre et la vendre. Alors, moi j'en entends déjà certains, parce que je connais un petit peu ceux aussi qui nous regardent, j'en entends certains qui disent attends, mais le marché de la TPE, les TPE n'ont pas d'argent, c'est la crise, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui pensent peut-être comme vous que la TPE ça n'a pas d'argent pour acheter du conseil? Alors c'est ce que nos clients aussi pensent, nos clients consultants dans un premier temps. Donc nous on essaye effectivement de leur démontrer le contraire. Alors on a des preuves très concrètes. D'une part on a des consultants qui vivent quand même très bien sur ce marché-là. Ils font également partie de notre réseau. Donc voilà, ce sont des consultants dont leur métier principal est le conseil aux très petites entreprises. D'autre part, nous vendons nous-mêmes des prestations et des missions de conseil aux très petites entreprises. On les vend par téléphone avec un encaissement immédiat par carte bancaire. Donc ça prouve bien que l'entreprise elle est capable de sortir sa carte bancaire pour obtenir du conseil. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça, puisque elle, comme elle ne consomme pas de conseils a priori, c'est-à-dire qu'elle a un besoin, elle sait qu'elle est toute seule sur un certain nombre de points, elle ne se rend pas forcément compte qu'il y a des consultants en fait, qui peuvent l'aider. Elles ne savent pour la plupart pas que ça existe. Donc c'est là où on va croire qu'elles n'ont pas d'argent pour ça. Ne pas avoir d'argent pour quelque chose, ça ne signifie pas ne pas avoir d'argent tout court. Je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour m'acheter une nouvelle voiture. Mais si demain ma voiture tombe en panne et que je ne peux plus rouler, le hasard fait, je ne sais pas d'où, je vais trouver de l'argent. Bien sûr. Voilà, donc
on ne dépense de l'argent et la petite boîte encore plus que lorsque c'est vraiment utile, lorsque c'est urgent, lorsque c'est indispensable et lorsqu'on m'a prouvé que l'investissement, je vais avoir un retour. Il y aura un retour sur investissement. Peu importe comment, mais qu'on va me prouver que l'argent que je vais dépenser va me ramener quelque chose. Donc c'est plutôt une manière de dépenser de l'argent qui est différente. Tout à fait. Mais l'argent, il est là. En fait, d'être capable de mettre le doigt finalement sur les problèmes, mais pas seulement de prouver à la petite entreprise que c'est une vraie douleur, qu'il y a une urgence à résoudre en fait. Parce qu'on a beau avoir un caillou dans la chaussure, s'il ne fait pas suffisamment mal, on ne va pas s'arrêter finalement pour l'enlever. Alors que là, effectivement, notre rôle en tant que consultant, c'est de pouvoir montrer à la petite entreprise qu'effectivement, il y a une urgence et que le caillou dans la chaussure, faut prendre le temps pour l'enlever. Oui, quand c'est vital, elle est prête à investir. Comme tout le monde, on est tous comme ça. Et donc vous arrivez, alors vous démontrez par A plus B du coup parce que vous vendez, vous êtes capable d'aller vendre des missions directement aux petites entreprises. Et donc les entreprises, les petites boîtes et les TPE ont de l'argent pour investir en fait. Parce que vous amenez justement à ce service-là. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce service? Bien sûr. Parce que justement, il y a beaucoup de consultants qui effectivement ont du mal avec la démarche commerciale. Oui. On essaie de leur donner le maximum d'outils justement pour s'améliorer dans cette démarche commerciale, mais il y en a un certain nombre d'entre eux qui auront peut-être justement cette envie ou ce besoin de se dire tiens, si je pouvais, on pouvait m'aider à avoir cette première mission, parce qu'en fait la plus importante c'est la première. Oui. Parce qu'une fois qu'on est chez un client, que la client nous a fait confiance, qu'on a montré qu'on était un professionnel, c'est beaucoup plus simple pour nous. On est installé, on a le pied dans la porte de pouvoir bien vendre une deuxième mission, puis une troisième, puis une quatrième. Donc votre rôle, il est super important parce que vous aidez le consultant à obtenir cette première mission qui est si importante. On dit souvent, quand on cherche à rentrer en relation avec un décideur, c'est les 20 premières secondes, les 2 premières minutes de discussion. Vous, c'est le même principe, c'est la première mission. Exactement. Et donc du coup, comment ça se passe concrètement? Alors en effet, ce qui est le plus important, et là vous l'avez très bien dit, c'est le schéma de la porte qui s'ouvre, c'est que nous on va faire entrer le consultant dans l'entreprise, on va ouvrir cette porte pour lui. Et du coup, quand il se déplace voir une entreprise, il n'a plus besoin de démontrer le besoin, il n'a plus besoin d'expliquer ce qu'il fait. En plus, c'est toujours un petit peu compliqué parce que voilà, le métier de consultant n'est pas forcément clair. C'est pas une profession qui est cadrée, on n'a pas de prix vraiment, on a toujours un peu peur. Donc là, cette première mission qui est une mission d'appel en fait. C'est pour ça qu'on emploie ce terme-là, notamment dans le domaine commercial. Cette mission d'appel va permettre en fait aux consultants de se positionner dans une entreprise avec quelque chose de très concret dont l'entreprise a besoin tout de suite et d'évacuer un petit peu et de désacraliser toute la partie prix, la partie mission, la partie closing et effectivement toute la partie commerciale. Ça a déjà été validé quoi. C'est ça. C'est déjà validé par nos soins. Donc du coup, c'est beaucoup plus soft en termes d'approche. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, quand on voit le nombre de prestations d'appel, donc qui sont plus des prestations qui vont concerner l'urgence, le fait de se positionner rapidement, on voit que là, le consultant, c'est pas forcément là-dessus qu'il veut gagner sa vie. Évidemment, lui, c'est plus la valeur ajoutée de conseil. Bien sûr. Et bien, en fait, comme toutes ces prestations commencent par presque l'ensemble par un diagnostic ou par une découverte, c'est à ce moment-là, et là c'est très important parce que cette découverte c'est vraiment un gros problème chez les consultants, cette découverte doit permettre en fait de trouver des niches ou des problèmes complémentaires ou peut-être même des origines d'autres problèmes et c'est là-dessus qu'il va lui se positionner avec sa valeur ajoutée. Mais ça c'est valable dans tous les marchés, c'est pas seulement valable dans le conseil aux entreprises. Et souvent d'ailleurs les consultants eux-mêmes dans leur passé de PME avaient dans leur offre certainement aussi une prestation d'appel sur lesquelles peut-être ils gagnent moins d'argent, certes, mais en tout cas ça permet d'aller chez un client. Et alors ce qui est super vraiment avec la TPE, c'est qu'elle est hyper fidèle. Parce qu'en fait, c'est pas des gens qui recherchent du devis. Ils n'ont pas le temps. Et puis, en fait, en gros, ça les intéresse pas. Donc du coup, nous, quand on arrive avec quelque chose de clé en main, avec un seul interlocuteur qui va être finalement central par rapport à toute une problématique, on voit bien que le fait d'être rentré dans l'entreprise et d'avoir fait cette première prestation de la manière la plus pro qui soit, mais en somme toute assez classique, on ne demande pas de compétences particulières, normalement c'est à la porte ouverte à tout le reste puisqu'on devient l'interlocuteur principal. Et là, franchement, c'est super parce qu'il y a beaucoup d'humains finalement, parce qu'un chef d'entreprise dans la TPE, c'est vraiment son bébé, quoi. C'est sa boîte, c'est familial, il y a l'épouse qui travaille dedans, les enfants, enfin, chaque client est hyper important, donc humainement, en plus, c'est beaucoup plus enrichissant qu'une PME où on a affaire, alors c'est pas pour, mais on a affaire principalement des acheteurs qui font des devisages, qui cherchent le prix, qui sont pas du tout fidèles et qui peuvent vous planter en gros du jour au lendemain et puis quelque part c'est pas sa boîte quoi, c'est pas son argent. C'est pas son argent, il n'est pas impliqué de la même manière et il va pas choisir le partenaire de la même manière. Non. Et là on passe, c'est ça qui est super intéressant ce que vous dites, c'est que ça permet en fait de passer d'une posture de fournisseur-acheteur à une posture de partenaire en fait. C'est ça. On devient vraiment le partenaire de son client et du coup on tisse une relation sur du long terme. Et limite bras droit, c'est que et là en fait
On voit bien aussi que dans l'ensemble des prestations, c'est l'œil extérieur souvent qui va être la valeur ajoutée et l'aspect un peu coaching aussi, c'est que en fait il faut un peu lui sortir la tête du sable parce que beaucoup de chefs d'entreprise font les autruches. Bien sûr, comme ils ont la tête dans le guidon. On est tous, voilà, la tête dans le guidon. Pour eux le plus important c'est le client final. Oui. Donc ils en oublient, ils laissent de côté la partie administrative, ils mettent un peu les œillères, les banques, les machins, et on sait bien que finalement au bout du compte, et c'est ça qui est presque horrible, mais tant mieux parce que sinon le consultant n'existera pas, c'est qu'ils sont hyper mauvais en gestion, ils ne l'ont jamais appris, ça les intéresse pas, c'est même pas qu'ils sont mauvais, c'est que ça les intéresse pas. Donc par définition, ceux qui ne nous intéressent pas, bah, en gros, c'est pas là où je vais être meilleur, quoi. On le met de côté. Exactement. Bah, ils ne sont pas lancés pour gérer en fait, ils sont lancés pour apporter de la valeur à leurs clients. Voilà. Et donc toute cette partie de gestion, effectivement, c'est pas la raison d'être en fait de leur activité, même s'ils doivent le faire. Voilà, c'est très important ce que vous dites parce qu'effectivement, on n'est pas chef d'entreprise pour gérer, on est chef d'entreprise pour faire ce qu'on aime faire, du travail manuel ou quelques marchés que ce soit. Et en fait, par contre, c'est la gestion qui va couler la boîte. Oui, c'est juste. C'est juste. Donc voilà. Donc sans le consultant, en gros, certains de nos clients, sans le consultant, c'était terminé. Donc, et il y a une posture, on parlait tout à l'heure d'une posture en fait, et ça on se rejoint vraiment à 200% sur ce sujet de la posture du consultant. Parce que le consultant, quand il se lance en freelance, il doit changer de posture. Oui. S'il y avait alors je dis 3, c'est un chiffre arbitraire, mais des qualités, c'est quoi les qualités que doit développer un consultant pour vraiment réussir et puis s'épanouir dans son activité de manière pérenne, quoi? Alors c'est d'être hyper ouvert, c'est-à-dire pas d'a priori. D'accord. Et nous on le voit beaucoup parce que nous on transmet en fait pas seulement des missions mais aussi des demandes. Oui. Et on voit que parfois la formulation de la demande correspond pas forcément au métier du consultant ou elle est maladroite ou parfois même il y a des fautes d'orthographe. Bah oui, il y a des fautes d'orthographe, mais bon. Je suis mal placé pour jeter la pierre. Oui, mais faut pas s'arrêter à ça. Aujourd'hui, ça reste néanmoins un chef d'entreprise et un futur client. Ouais. Donc faut pas avoir d'a priori par rapport à ça et aller voir tout le monde. Donc ça c'est pour moi vraiment un point très important. Deuxième point, je dirais, il ne faut pas être trop spécialiste. Alors je sais que là il y a vraiment différentes écoles, mais assez ouvert, je l'ai dit tout à l'heure donc je ne vais pas le répéter, mais plutôt généraliste. C'est plutôt ça que je veux dire. Parce que même si le consultant lui-même ne peut pas réaliser la prestation, bien souvent il a un réseau, lui en tout cas il a des connexions, il sait vers qui se tourner, il a une meilleure approche des partenaires bancaires, investisseurs, avocats, experts comptables et autres. Donc il peut être un relais en fait entre la petite boîte et le reste du monde. Donc généraliste, pas tant dans la mission en elle-même de ce qu'il va apporter, dans la compréhension du besoin du client, plutôt. Apporter une solution 360 en plus de ce que l'expert comptable et le banquier, parfois même devenir l'interlocuteur de l'expert comptable ou du banquier d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc ça c'est pour moi une autre qualité. Et enfin, une dernière qualité, mais là tellement, je dirais réactif, ça c'est sûr, parce qu'une petite boîte quand elle a un problème, c'est tout de suite. Elle ne fait pas de stratégie, on n'est pas dans l'anticipation, on est dans le curatif. Donc quand j'émets un problème, c'est déjà trop tard. Donc il faut l'aider tout de suite et ça c'est super parce que finalement cette réactivité, elle va donner du crédit aux consultants et elle va vous permettre en tant que consultant de fixer vos prix et de pouvoir vous faire payer aussi plus facilement. Donc il faut profiter de ça. Oui, tout à fait. Donc après il y en a d'autres. Mais il y a une notion dont on a parlé tout à l'heure qui pour moi est fondamentale, c'est la posture de l'état d'esprit d'avoir du patron. Alors ça c'est différent. Voilà. C'est effectivement c'est un peu différent mais c'est tellement fondamental. Alors pour moi c'est pas forcément une qualité, c'est plus un état d'esprit. C'est que je ne dis pas où on l'est ou on ne l'est pas, on peut le devenir, mais il faut vraiment, pour moi, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui va sur toutes les opportunités, qui n'en loupe pas une, et c'est quelqu'un qui fait une découverte et qui recherche chez un prospect tout ce qui va pouvoir lui permettre de se positionner d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Et ça, on voit bien que chez le consultant, c'est un petit peu compliqué tout ça. Déjà, le fait d'être chef d'entreprise, souvent, ils le sont un petit peu je sais pas par dépit, c'est peut-être un peu fort, mais l'histoire fait qu'ils le deviennent. C'est pas ancré en eux, c'est pas un désir d'entreprendre depuis toujours. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont nés pour entreprendre, on le sait bien. Mais eux, c'est un petit peu moins le cas. Ils étaient cadrés dans des entreprises généralement assez grosses. Donc il y avait tout ce qu'il fallait. Et tout d'un coup, ils se retrouvent un petit peu tout seuls. Donc je comprends que c'est pas forcément évident, mais il y a ce switch du coup effectivement qui n'est pas forcément facile à faire mais qui est important de faire en fait, quand même. Et pour moi c'est la prise de risque. C'est de se dire bon maintenant je suis tout seul, on ne m'appellera pas parce que personne ne sait que je suis consultant. Le téléphone ne sonne pas des consultants indépendants.
Ça alors, on menti. ouvre sa boîte mail, elle est vide. Ah, c'est bon. On ouvre son agenda, il n'y a rien, à part emmener les enfants à l'école ou peut-être un rendez-vous piscine ou tennis. Alors, je schématise évidemment, mais ça, on sait parce que c'est un vécu. Bien sûr. Donc, il faut y aller, quoi. Ouais. Et même si la prospection, c'est pas votre truc et que vous êtes en réseautage plutôt, parce qu'on sait que beaucoup de consultants utilisent ça et c'est normal, c'est plus rassurant, mais sautez sur toutes les opportunités. Allez voir tout le monde, discuter avec tout le monde et essayez de montrer votre activité par du concret. Presque même par des cas pratiques, utiliser des mots-clés qui sont utilisés par vos futurs clients et non pas ceux que vous avez appris dans votre... Tout à fait. Enfin voilà, et prenez des risques. Enfin franchement, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Prenez des risques. Alors je ne sais pas si vous le sentez, mais ici on sent une passion débordante, une énergie, un enthousiasme incroyable. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure? Qu'est-ce qui vous a donné, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi vibrante, aussi enthousiasmante avec tous ces projets-là? Alors moi, pour le coup, depuis que je suis petite, j'ai envie de créer ma boîte. Voilà. Donc je pense que j'ai une âme d'entrepreneuse. Je pense, hein, maintenant, ce serait plutôt aux gens de mon équipe ou à mes partenaires de le dire. Mais voilà, j'ai vraiment envie que ça marche. Et sur ce marché, j'y suis arrivée un petit peu par hasard, hein, sur ce marché des petites entreprises et du conseil. Et en fait, je suis de plus en plus passionnée parce que d'une part, je me rends compte que la petite boîte est vraiment esselée en France. Oh oui. Et il y a plein de trucs qu'elles ne savent pas. Pas parce qu'on leur dit pas, mais parce qu'elles savent. C'est pas dans leur gène de chercher l'information. Ouais, quand elles se lèvent le matin, elles pensent aux clients, au chantier, voilà. Donc elles ont plein de qualités. En fait. Voilà, elles ont plein de qualités pour ça c'est sûr. Mais les pauvres, elles vont fermer, et c'est ça que je trouve vraiment d'un frustrant. Elles vont fermer parce qu'il y a un défaut de gestion, parce que le formulaire Intel n'a pas été fait, parce que l'URSSAF machin, alors c'est le premier employeur de France. On dit toujours l'artisanat, etc. Mais d'accord, mais en fait elles sont pas vraiment aidées, quoi. Donc là, c'est de dire, venez, et quand on voit qu'on va rassembler en 2016 environ 8 millions de visites, alors évidemment, je suis très fière de ça, mais quelque part, je me dis, mais purée, si on n'avait pas été là, mais alors, qu'est-ce qu'elles auraient fait, quoi? Bon, on ne nous a pas attendu, hein, mais quand même, quoi, le chiffre est énorme. Ouais. Et d'autre part, ces consultants où finalement, je me suis rendu compte par la suite, parce que ça, je ne m'attendais pas au début, que finalement, il faut les aider. Oui. Faut vraiment les accompagner pour aborder ce marché et qu'en fait eux aussi ils ont une expertise extraordinaire et elle est pas cachée mais elle est recluse, quoi. Elle est pas sur le marché, elle n'est pas disponible, peut-être juste parce qu'il a un petit peu du mal à faire à s'adapter. Donc il manquait ce relais et plus j'avance et plus je me rends compte que ce relais il est franchement déjà il est carrément nécessaire. Il est génial et nous quel kiff, hein, désolé mais c'est vraiment ça, de voir qu'on a pu faire une mission, on a pu entremettre un chef d'entreprise avec un consultant parce que les deux sont contents et si les deux sont contents, nous on est contents. C'est un petit peu l'agence patrimoniale du business, voilà, souvent c'est business. Et ça aide vraiment des gens, quoi. Vraiment, il y a une dimension sociale, on l'oublie parfois mais il y a une dimension sociale, quoi. Donc si vous ne cherchez pas un coup d'un soir, d'accord, une relation durable, attention, ça. Parce que ça c'est super important. D'avoir finalement, que vous sentez que peut-être que les opportunités auprès des marchés de la PME du grand compte, c'est un petit peu limité, vous dites tiens, comment je pourrais faire pour développer mon activité? Pensez à la TPE, pensez à dire tiens, il y a peut-être effectivement des opportunités auxquelles j'ai pas pensé aujourd'hui, d'élargir mon champ de vision et d'aller voir la petite entreprise parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à faire. Après effectivement il faut avoir l'ouverture d'esprit pour y aller, être capable d'élargir son champ de vision pour soi-même et aussi de penser aux autres et d'avoir cette dynamique de réseau comme vous disiez pour mettre en relation et puis d'oser prendre des risques, quoi. Ça effectivement quand on devient son propre patron, quand on crée son activité, ça demande une certaine prise de risque. Et alors c'est marrant parce que j'étais à un séminaire il y a quelques temps et il y avait un intervenant américain. Et l'intervenant américain a dit, je disais dans sa phrase, to take a chance. Et la traductrice française a traduit ça par prendre un risque. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un petit peu un mal français. Malheureusement, on traduit tout est par prendre un risque. Alors je pense qu'il faudrait même traduire par tenter sa chance. Exactement. Et bien là, effectivement, je pense que c'est vrai, c'est très bien résumé. C'est plutôt tenter sa chance parce que finalement, le risque, ça peut être le risque d'échouer, mais c'est surtout le risque de réussir. En fait. Et ça fait peur des fois même. Et ça fait peur aussi. Et donc demain, si avec petiteentreprise.net, il y a une collaboration, c'est Yasmine que le consultant aura au bout du fil, aura la relation, parce que c'est vous qui gérez la relation avec les consultants et les entreprises. Tout à fait, avec mon équipe, on suit tous les jours notre réseau de consultants, on suit aussi les clients TPE, voilà. Génial. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu autant que moi parce que j'adore quand ça déborde d'énergie, déborde d'enthousiasme comme ça. Merci beaucoup pour le temps et tous ces super conseils. Et puis à très bientôt. Ok. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.